Bonjour, c'est Romain Bédouc. Bienvenue dans 100% PSG, la tribune, le podcast débat d'ici Paris-Île-de-France. Bon, je m'absente quelques jours. Je laisse les rênes de 100% PSG le billet au brillant et talentueux Alexandre Affalot. C'est d'ailleurs disponible en podcast et quelquefois sur YouTube. Et là, élimination en Coupe de France face au Paris FC. Défaite en Ligue des Champions face au Sporting Portugal. Alors ok, Dembélé a probablement mis le plus beau but de l'année, a pris le prix Puskás également dans cette période-là. Mais quand même, pour le moment, le début d'année 2026 ressemble plutôt à la fin de 2025. Il est marqué par l'inconstance de cette équipe en termes de résultats et de quelques travers de 2024 qui reviennent, notamment en termes de réalisme. On va débriefer cette rencontre face au Sporting. N'hésitez pas, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, qui veulent voir nos têtes, à liker l'émission, à vous abonner à la chaîne YouTube 100% PSG ici Paris-Île-de-France. Puis sinon, tous ceux qui sont à l'ancienne, en podcast, qui sont en train de faire leur petit running, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles, ça nous aide, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. On y va, 100% PSG à la tribune, c'est parti. 100% PSG, la tribune. Au programme de 100% PSG, la tribune, on aura le J'aime pas spécial sur ce Sporting Portugal Paris Saint-Germain. On va avoir quelques petits débats sympathiques après la défaite. Est-ce juste une affaire de réalisme, la défaite au Sporting? On se posera cette question-là. On fera un petit bilan de Chevalier et de Zabarni. Peut-on dire dès maintenant, dès le 21 janvier, que le mercato d'été est raté? Voilà, on va se poser cette question-là. J'essaie de mettre un petit peu de suspense dans les questions. Et puis, on va se poser la question de savoir, sur les 10 derniers jours de mercato, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'après les défaites, les éliminations, les déconvenues du début 2026, il faut recruter? Est-ce que l'effectif est assez suffisant? On verra ce que penseront nos chroniqueurs. On y va? Je vous présente l'équipe. 100% PSG, la tribune. Mes trois chroniqueurs du jour, ils vont dire bonjour à l'unisson parce que je sais qu'ils ont une oreille musicale, les trois. Je vais donner par ordre alphabétique des prénoms. Abdellah Boulma, Alexandre Affalot, Marc Méchenois. Bonjour. Bonjour. Salut. Mince. Ah bah dis, oh, le raté total. Ah mince. Attendez, je vais le refaire. Je savais que t'allais dire bonjour. Je fais bonjour et après vous y allez. Abdellah Boulma, Alexandre Affalot, Marc Méchenois. Bonjour. Bonjour. Voilà. On coupera la première tentative. Hein. On le refera. On le refera. Vous allez bien? Absolument. Écoute, très heureux d'être là. C'est à moi qu'on s'adresse ou Oui, à tout le monde. Ou c'est non, mais je réponds collectivement. Alors, on est très content d'être là. Oui. Toi, ça va? Je sais que tu as eu Écoute, quelques j'ai difficultés. passé une nuit effroyable avec une dent en moins. Donc voilà. Et j'ai pas dormi de la nuit. Et j'ai encore des douleurs ce matin, mais je me suis dit j'y vais pas. J'ai su que c'était toi à l'antenne. Je suis venu. Je plaisante mon Bruno. Je plaisante mon Bruno si tu m'écoutes. Est-ce qu'on fait pas un débat sur se faire arracher une dent, bonne ou mauvaise idée, entre le débat sur Zabarni et le débat. Est-ce que ça vaut le coup de se faire arracher des dents? Et si je puis me permettre, j'ai serré les dents pour venir. T'as serré les dents. Oh, elle est belle. voilà. Elle est belle. C'est Et la on meilleure. embrasse Bruno Salomon qui n'est pas là parce qu'il est sur le retour de Lisbonne. Il est dans l'avion actuellement et donc pour que vous ayez un podcast qui sorte vite, eh ben ils ont rappelé le mec qui n'était pas là depuis longtemps. Voilà. Est-ce qu'on peut d'ailleurs faire une parenthèse sur le fait que ça fait 10 jours que je te remplace et que t'es quand même là? Alors, je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce que si je ne suis pas là pour la chronique, c'est parce que j'avais encore des jours de congé paternité à poser, donc j'ai pu les poser et je pars en vacances dimanche là. Mais comme je m'étais engagé auprès de Bruno de faire l'émission avant que je pose mes congés, je me suis dit quand même je vais pas le laisser tomber. Merci Romain, la France méritait de savoir. Voilà. Ça va, on parle foot là ou... Ça va aller? C'était sympa. Bon, on va parler foot. On va parler de la défaite 2-1 du Paris Saint-Germain hier du côté de Lisbonne face au Sporting. Une défaite avec un doublé de Luis Suarez. Oui, Luis Suarez marque des doublés. Et c'est pas celui du Barça. Et un but d'Orvicha Kvaratskhelia pour le Paris Saint-Germain. On va commencer par toi Alex, Oui, comme priorité au billet. Voilà. Merci, oh, c'est gentil. Voilà. C'est gentil et merci pour tes gentils mots en intro d'ailleurs, ça fait toujours plaisir. Je dis juste que t'es un Porsche Koumoun, mais sinon à part ça, oui. C'est ça. À part ça, je fais des bons billets. Moi je voulais quand même donner un j'aime parce que je trouve que, enfin on en reparlera, mais globalement je trouve que quand même le match n'a pas été si terrible que ça et il y a un peu de manque de réussite, mais moi j'ai bien aimé du coup, et on t'en parlait tout à l'heure, l'entrée de Kvaratskhelia, le buteur du soir.
Je trouve qu'il est rentré un peu au moment où le PSG a commencé à baisser en régime et en termes d'énergie, en termes d'intention et puis en termes de joueurs qui ont un peu sonné la révolte après l'ouverture du score, j'ai trouvé qu'il a apporté quelque chose de très positif. Voilà, je voulais pas retenir vraiment un truc négatif ou pointer du doigt un joueur parce que je pense que la défaite d'hier, elle est. Ça va le faire, je pense qu'on va le faire quand même pour toi après, mais t'inquiète pas. Oui, bien sûr, mais je pense que la défaite d'hier, elle s'explique par autre chose que par des mauvaises individualités. Mais du coup, voilà, l'entrée de Kvaratskhelia, au moment où le PSG a commencé à un peu baisser en régime, elle a apporté un peu de sang neuf et j'ai aimé à la fois techniquement et dans l'intention et dans l'énergie son entrée. Voilà. Premier but de Kvaratskhelia depuis en 2026. Et quel but? Ouais. Très joli but. Très joli but. Est-ce que. Il met que des beaux buts en Ligue des Champions. Il sait pas mettre un petit truc, un petit tapin normal. Il a eu un peu de chance à Leverkusen, mais contre Atalanta, c'était un but magnifique. Ouais. Son dernier but, c'était contre Flamengo en Coupe intercontinentale. C'est lui qui avait marqué, notamment pour le PSG. Est-ce que, Marc, tu retiens seulement le but ou l'entrée globale de Kvaratskhelia? Heureusement qu'il met le but, parce que moi, je trouvais, avant qu'il marque, je me dis, elle est pas ouf son entrée quand même. Et parce que sur le but marqué par le Sporting, c'est lui qui est au marquage et qui remonte un peu vite et qui est pris du coup de 1,50 m par son adversaire. Et puis après, il y a pas mal de pertes de balles, pas mal de choix assez individualistes qui payent, qui finissent par payer, parce que sur le but, il y va tout seul. Je regardais des trucs de stats. Qui payent dans le bon sens, c'est-à-dire qu'ils sont récompensés. Ils sont récompensés, ouais. Je regardais des organismes de stats ce matin qui donnent une passe décisive à Ousmane Dembélé. Dans ce genre de cas, je vois pas où est-ce qu'il y a une passe décisive. Mais voilà, ce qu'il faut reconnaître à Kvara, c'est qu'il a cette énergie, cette attitude qui marque une absence de renoncement. Et je crois que voilà, c'est ce que moi je retiens de son entrée, en fait, c'est il apporte ce côté on ne renonce jamais et jusqu'au bout on lâchera rien. T'as bien aimé son entrée ou pas? Étrange, parce que depuis hier j'entends que c'est en partie de la faute de Kvaratskhelia le but, parce qu'il remonte trop vite. Mais en fait, c'est la quasi-totalité de la défense qui remonte trop vite. Tu te mets à la place d'un joueur professionnel à ce niveau-là, tu es obligé de remonter. Ouais. Tu remontes. Il ne pouvait pas attendre. Tu vois, il a remonté et complètement lâché le marquage de ton joueur. Tu vois. Ouais, mais il remonte naturellement. Je t'invite à revoir l'action. Il remonte naturellement au même titre. Il n'est pas défenseur et donc l'alignement sur le hors-jeu, ça lui probablement. Déjà, ça joue pas. Mais moi, j'ai trouvé son entrée, pas si dégueulasse que ça. Et il met quand même un but exceptionnel. Il remet son équipe sur les rails. Et il s'est beaucoup fait tenser ces derniers temps. Alors que j'ai vu dans les matchs précédents, ces replis défensifs de 50 mètres, je crois qu'on a tendance à oublier qui est ce joueur-là. Alors effectivement, je pense sincèrement qu'il a mis tellement la barre très haute en deuxième partie de saison l'année dernière qu'on en attend davantage. Et quand il est un tout petit peu moins bien athlétiquement parlant, il est soumis à critique. Donc, c'est mon analyse. Moi, je pense que c'est un joueur, un maillon fort de ce PSG-là. Il l'a encore prouvé hier avec un but exceptionnel, tout simplement. Moi, je trouve que dans le jeu collectif et dans la combinaison qu'il peut avoir avec Nuno, c'est encore extrêmement perfectible. D'ailleurs, de l'autre côté, vu qu'il n'y a plus de couloir droit, on y reviendra certainement plus tard, mais voilà, c'est des espaces qui sont assez perfectifs, et justement dans son imbrication dans le jeu avec les autres, je trouve qu'il a vraiment un axe de progression à retrouver. Puis même il y a un axe de complémentarité qui peut être comme de l'autre côté. Mais depuis que Ousmane est repassé dans l'axe, le pendant à droite, il n'y a plus de vrai ailier droit qui performe, et puis bon, là aussi c'est le manque, l'absence d'Achraf Hakimi, tu la ressens là en fait. C'est absolument, que l'animation du côté droit en fait, sans Achraf, elle est plus la même, quoi. Bon, alors on va y venir sur le côté droit. Moi je vais en parler un petit peu parce que je me suis autorisé j'aime pas, comme je fais pas de billets le matin et que je peux pas me déchaîner, je me suis autorisé un petit j'aime pas. Abdella, quel est ton j'aime ou ton j'aime pas? Comment tu peux avoir trouvé des GM ça aurait dit hier? C'est compliqué. Franchement, il y a des GM autour de la table. C'était le seul avec Vara. On aurait pu aimer la première période. C'était bonne la première période. Première demi-heure, ouais. Absolument. Je pense qu'on pouvait dire que Warren a fait un super match. Oui, aussi. Je suis entièrement d'accord. Ouais. En termes individuels, Warren, c'est ce qui se fait de mieux au niveau du collectif ces dernières semaines. Mais moi, je voulais mettre un petit j'aime pas pour Mayoulou. Mayoulou, je le trouve, on en avait parlé, Marc, dernièrement, Mayoulou, je le trouve trop scolaire. Je ne sais pas s'il y a un plafond de verre au niveau de ce joueur, mais il a seulement 19 ans, évidemment, mais
il a du mal à se mettre, au niveau agressif. Et sur le plan défensif aussi, au niveau des duels, il est un peu trop frêle à mon goût. Alors peut-être que cette place, ce poste de faux neuf ne lui convient pas. Je ne suis pas Luis Enrique, il faudrait lui poser la question, parce qu'il pèse absolument pas dans la surface, il faut le reconnaître. Hein. Mais hier, À il joue chaque pas faux neuf. Hier, il joue au Hier, il joue au milieu. Ouais. Ouais, hier, il joue au milieu, mais quand il joue en faux neuf, il pèse pas dans la surface. Et même quand il joue en pointe haute, au milieu, dans l'entrejeu, il ne pèse pas non plus. Il ne pèse plus non plus. Est-ce qu'il a atteint, encore une fois, je radote son plafond de verre? J'en sais rien du tout. Mais c'est un joueur un peu trop frêle à mon goût. Trop discipliné, il n'y a pas de dépassement de fonction le concernant. Et je l'attends mieux, j'attends mieux de sa part. Voilà, au même âge, Warren a quand même passé un step, voire deux, trois steps. Et lui, en fait, c'est un gamin issu de la formation, mais qui a du mal à rebondir, quoi. Ou à faire mieux que ce que les consignes qu'il applique, je dirais pas bêtement, de Luis Enrique, tout simplement. Alexandre, est-ce qu'il n'est pas en train de payer le fait d'être trimballé partout, en fait? Parce que j'ai l'impression qu'il n'a pas de poste. Il n'a pas de poste, mais c'est une de ses forces, c'est le fait qu'il ait beaucoup joué depuis le début de la saison, c'est parce que justement, il peut jouer en faux neuf, il peut jouer sur les deux autres postes offensifs, il peut jouer au milieu de terrain, il a même mis arrière droit une fois à un moment. Est-ce que c'est pas ça qui fait que là actuellement, parce qu'effectivement ses prestations sont peut-être un peu moins bonnes actuellement, est-ce que c'est pas ça qui fait que, le dépassement de fonction dont parlait Abdellah ne vient pas? Non, moi je pense pas. Je pense qu'en fait, comme Warren la saison dernière ou un peu en début de saison, il est juste en train de connaître un petit passage à vide, une période de moins bien. Pour ce qui est du fait qu'il est baladé un peu à tous les postes, on sait que c'est quelque chose que Luis Enrique fait beaucoup, a beaucoup fait en tout cas au PSG avec les joueurs. Et jusqu'ici, il y a quand même quelques cas marquants de réussite. Warren en est un parce que ça va beaucoup mieux. Nuno Mendes en est un. Nuno Mendes, on se souvient au début de Luis Enrique au PSG, on disait qu'il était bridé, qu'il ne le laissait pas monter, qu'il le faisait jouer défenseur central, etc. Et maintenant, c'est un des meilleurs latéraux gauche du monde. Je pense qu'on peut aussi inclure dans ce truc-là Désiré Doué, même Barcola ou Kvaratskhelia qui changent en permanence de poste, Dembélé qui a été changé de poste aussi par Luis Enrique. Donc non, le fait que en fait, les joueurs soient un peu baladés à des postes différents, qu'ils soient un peu sortis de leur zone de confort, moi, au contraire, je trouve que ça les rend de manière générale plus polyvalents, plus complets. Et là, moi, dans le cas de Mayoulou, moi, je vois juste un garçon qui est en ce moment pas inspiré, qui en ce moment est pas dans son football, mais c'est par période, quoi. Je pense que ça va revenir. Il faut qu'il retrouve la confiance. Il a acquis un autre statut aujourd'hui. On peut plus considérer en fait ce gamin il a comme 19 ans, tu vois. Oui, certes, mais on peut plus considérer aujourd'hui ce gamin comme un Titi surprise. Aujourd'hui, il s'est un peu imposé. Aujourd'hui, c'est un membre de l'effectif au PSG, à part entière, et je pense qu'il doit nous proposer autre chose et qu'il doit passer ce gap. T'as l'impression qu'il est plafonné. Ouais, mais tu vois, Abdellah, je pense qu'on avait un peu les mêmes débats quand Zaïre Emery il a connu sa période complètement avide. Il y a eu une période de vide où on se disait oh là là, mais est-ce que Warren, au final, il a pas pété un peu tôt? Est-ce que il nous a pas montré le mieux qu'il pouvait montrer, etc. International français avant. Oui, mais là, déjà franchi ces étapes-là. Oui, mais tu vois, sur les 6-7 derniers mois, quand il a vraiment sa période où il est vraiment moins bon, où il joue moins, etc., on se dit tous ah ouais, peut-être qu'on a déjà vu le meilleur de Warren Zaïre-Emery, peut-être que finalement, c'est pas un si bon joueur que ça. Je te rappelle que tu dis, effectivement, il est international français, mais il a été, entre guillemets, rétrogradé avec les espoirs, donc tu vois, il y a aussi ça. Là, sur Mayoulou, effectivement, il n'a pas eu une éclosion aussi fulgurante que Warren, mais en fait, pour moi, le symptôme est le même. C'est-à-dire que juste là, il connaît un passage à vide. Comme Warren en a connu un avant, ça reste un joueur talentueux, ça reste un joueur prometteur, ça reste un joueur qui est précieux pour Luis Enrique parce que justement, comme tu disais, Romain, il a ce côté un peu couteau suisse où il peut jouer partout. Contre Strasbourg, il joue latéral droit. Ouais. Tu vois, il avait fait un super match d'ailleurs. En formation, il joue à plusieurs postes aussi. Bien sûr. Et donc voilà, moi, il joue meneur, il joue ailier, il joue attaquant même. Donc pour moi, c'est juste un truc de. Effectivement, maintenant, c'est un joueur de rotation du Paris Saint-Germain. C'est plus genre un Titi, c'est plus un jeune. Juste là, effectivement, il enchaîne des matchs où juste il est moins bon, mais ça va aller mieux. Marc, est-ce que c'est la 3e saison de Seny Mayoulou en pro? Enfin, c'est la 3e saison dans laquelle il apparaît dans l'effectif. Et sur les 2 premières saisons, de par son statut lors de la première, il était jeune, donc il n'était pas encore dans l'effectif dès le début de saison. Et de par les blessures l'année dernière, il est plus apparu sur la 2e partie de saison. Là, cette année,
Il était là en première partie de saison. Et est-ce que c'est juste un coup de mou normal physique ou est-ce que tu y vois d'autres symptômes un peu plus inquiétants? Comme quand ils vont très bien, tu les vois quand ils vont très bien, tu les vois très très bien. Quand ils vont un peu mal, tu les vois très très mal, tu vois. Et en fait, je pense qu'ils sont c'est juste une vision qu'on a. Sont dans et je pense qu'ils sont dans la dynamique collective d'un PSG qui a des disparités de forme. Et je pense que ça se voit chez beaucoup de joueurs. Il y a beaucoup de joueurs, en fait, moi, que je trouve en dessous et même physiquement à retrouver une forme de dynamisme dans ce PSG. Et j'espère vraiment qu'ils vont finir dans les 8 premiers de la Ligue des Champions pour pouvoir remettre un peu d'ordre dans tout ça et remettre tout le monde au même niveau physique. Mais vous croyez pas à la théorie du staff qui se dit il n'y a pas assez de matchs si on n'est pas en 16e? Non, j'en sais rien. Ils ont les chiffres, ils ont les datas tous les jours à l'entraînement. Ils savent au millimètre où en sont les états de fatigue des uns et des autres. Et donc, ça, je sais pas si Luis Enrique va défendre cette théorie de c'est mieux qu'on joue 2 matchs. Je pense quand même que tu as une sécurité. Et puis aussi, tu as un aspect financier, je crois, quand même, qui assure au club quand même une rentrée d'argent un peu plus importante. Je sais pas si tu joues un 16e et que tu tombes sur... Tu tombes sur le Real ou sur un autre. T'es pas sûr de le passer. Donc je pense que actuellement, il y a le Luis Barça, Enrique, dans sa théorie, dans ce qu'il a défendu avant le match, je crois, au micro de Canal+, sa théorie de jouer 2 matchs de plus pour le 16e, c'était de la provoque et rien de plus. Il est pas fou. On va pas aller se brûler les ailes en allant faire un 16e qui est potentiellement un match à élimination. Je rappelle que la dernière fois qu'on a joué un match à élimination, on l'a perdu. Et puis que les 3 fois sur 4 avant, on les a gagnés au penalty. Donc voilà. Donc moi, je crois pas actuellement dans les barrages, il y a le Barça, il y a Chelsea, il y a Liverpool, il y a qui joue ce soir contre Marseille, qui peut rentrer dans les 8. Il y a l'Atlético, l'Inter. Donc bon, il y a des. Bon, après, si on est dans les barrages, je pense qu'on jouera plus le bas de tableau du 24. Donc c'est plus Copenhague, Olympiakos, PSV, Monaco. Voilà, mais bon, on verra ce que ça donnera. Le système, c'était le 9e contre le 24e, le 10e contre le 23e. Non, c'était 9 ou 10 contre 23 ou 24. Okay, 11 ou 12 contre 21 ou 22. C'était un peu compliqué. Il me semblait que c'était un truc comme ça. Je rappelle que le PSG, l'année dernière, c'est qualifié avec 13 points, je crois. Avec 13 points, ils ont fini 15e. Ils avaient fini 15e. De points qu'ils ont... qu'on a actuellement. Mais ça va beaucoup moins vite cette année. 14 13, je crois que c'était l'année dernière. Non, mais là, on a fini 14e. Là, on est à 14. Là, on est à 13. 13 points. Donc, si tu perds quand même le prochain match, tu vas te resituer quand même. Comme l'année dernière, mais sauf que là, ça va beaucoup moins vite. L'année dernière, la qualification, il y a des équipes à 11 points qui ne sont pas qualifiées dans le top 24. Alors que là, cette année, normalement, à 9, t'es bien. Donc, mais par contre, l'année dernière, à 16, t'étais dans le top 8, alors que cette année, c'est pas sûr, quoi. Non. Si, 16, t'es sûr d'être dans le top 8. Si. Là, actuellement, il y a Arsenal qui a 21, et le deuxième, c'est le Real, ils ont 15. Donc, à 16, t'es tranquille. Je vais faire un petit j'aime pas, ça va être rapide. C'est pas que sur le match d'hier. Il y a quelques attitudes de Désiré Doué qui commencent à sévèrement m'énerver. Alors je sais que c'est un joueur extraordinaire qui peut faire des dribbles assez dingues et qui peut créer des différences comme peu de joueurs peuvent le faire. Mais j'ai l'impression qu'il a un genre de je retrouve plus l'expression exacte, mais il veut être le héros un peu constamment. Et je trouve qu'il force certaines actions au détriment du collectif. Et hier, en fait, tu retiens plus les choses. Alors c'est peut-être comme Vara avec il a tenté jusqu'à ce qu'il ait réussi et donc tu retiens le fait qu'il ait réussi. Et là, Doué n'a pas réussi. Mais j'ai l'impression qu'il force trop le personnage, le dribble, etc. Et je trouve que ça peut devenir problématique. Parce que autour de lui, ça bouge aussi. Et donc, peut-être on va avoir des joueurs qui vont commencer à être frustrés des dribbles qui peuvent être faits. Et en plus, le rendement n'est pas dingue, quoi. Donc voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Non, mais t'es entièrement d'accord. Enfin, ça fait quelques semaines déjà qu'on alerte. C'est pas basé que sur hier. Non, c'est pas basé seulement sur hier, mais sur les précédents matchs, on a eu les mêmes conclusions le concernant. Il se regarde un peu le nombril, il se regarde jouer. T'as l'impression qu'il joue avec un miroir. On a parlé de mimétisme Neymar, qu'il a envie peut-être d'être le héros de la soirée, j'en sais rien du tout, mais on aimerait en fait que ces dribbles, parce que c'est un dribbleur exceptionnel, c'est un technicien exceptionnel, et encore que je tempérerais un tout petit peu ta critique, parce que en première mi-temps, il fait quand même des choses
positives. Ah oui. Franchement, n'oublions pas, enfin, il a fait des choses positives, il a fait des différences individuelles, ils sont à 2 voire 3 sur lui, il a réussi à se dépêtrer pas mal. Mais t'aimerais en fait que ses dribbles et que sa technique soit faite au profit du collectif et non pas individuel. Encore une fois, qu'il arrête de se regarder et qu'il continue de tenter, qu'il continue de jouer parce qu'on lui faut pas qu'on lui enlève ce truc-là. Faut pas qu'on lui retire. non, C'est un percuteur de renom. Il est essentiel parmi les offensifs. Il s'est fait remonter les bretelles par Luis Enrique. Et je pense qu'il changera son fusil d'épaule et qu'il il continuera à faire ce qu'il sait faire, mais au profit du collectif. Ça, c'est important. Bon. Est-ce qu'il y en a qui sont pas d'accord avec moi? Toi, Marc, t'es pas d'accord. Est-ce que Ouais. ça va en lien Non, avec mais mon c'est jeu? pas vraiment. Moi, je paye pas C'est la pas viande. vraiment. Je suis pas 100% d'accord. Enfin, je suis pas 100% pas d'accord. Je te rejoins sur certaines phases. Et ça va rejoindre mon j'aime pas. Je trouve que depuis hier soir, il y a une énorme culture. Je regarde les réseaux sociaux, je regarde aussi les émissions de débat. Il y a une espèce de culture de l'instant quand le PSG. Tu le découvres pas, j'espère. Ouais, non, mais en fait, enfin, je rappelle quand même que cet effectif, il est champion d'Europe, quoi. Eh oui. Et donc, on est quand même en train de tirer à boulet rouge à la mi-saison sur un effectif qui est champion d'Europe. Sachant que l'année dernière, on a vécu, et moi, j'ai pris une espèce de leçon journalistique l'année dernière. Je faisais partie des pas convaincus, quoi, au début de saison, par le discours, il y avait des choses qui n'étaient pas cohérentes, puis il y avait aussi dans le vestiaire des choses qui remontaient, qui a crédité quand même la thèse d'une forme de dogmatisme qui s'est un peu détendu sur le jeu de possession dans la deuxième partie de saison. Il suffit de revoir tous les buts d'ailleurs de la deuxième partie de saison, beaucoup de transitions, beaucoup d'initiatives individuelles. Et là, je pense que tout est très explicable. Paris, ils n'ont pas de prépa. Bon, ils font un début de championnat quand même assez exceptionnel avec le peu qu'ils ont dans les jambes. Il y a un moment donné, tu le payes. Là, le problème, c'est que Paris, il le paye dans la durée. Après, il y a aussi des comportements individuels. Et là, je viens sur la prestation de Désiré Doué. C'est vrai qu'il y a des moments, en fait, il est à contre-rythme, contre-sens du jeu. Il privilégie l'initiative individuelle au lieu de l'appui sur un joueur. Mais après, moi, j'ai été regarder ses stats parce que hier, je me suis dit, il perd un nombre de ballons incalculable. Hier, c'est le joueur qui a gagné le plus de duels, 13 sur 17. C'est le joueur qui a fait le plus de dribbles, 5 tentés, 5 réussis. C'est le joueur qui a récupéré le plus de ballons derrière Nuno Mendes. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi une implication défensive très haute qui est à souligner. Et ces chiffres, ils sont assez c'est très paradoxal en fait par rapport à sa performance où on a l'impression qu'il perd beaucoup de ballons, qu'il n'est pas non plus très dangereux dans les zones dans la zone de vérité. Tu peux réussir des dribbles et ça dépend ce que tu en fais après. Ce qu'on fait, c'est que si tu regardes bien, en fait, l'action qui mène au but de Kvara, c'est lui. Il ressort de deux joueurs, il remonte, il obtient la faute, derrière Kvara joue vite. Et en fait, en remontant jusqu'à la ligne médiane, derrière Kvara joue vite, il trouve Dembélé ou Vitinha, Dembélé renvoie à Kvara. Et accessoirement, c'est lui qui fait le centre sur le but refusé de Dembélé côté droit. Oui, où après, il élimine un joueur et il centre direct. J'estime qu'un joueur un but qui est hors jeu est une action qu'on ne compte pas en fait. Dans l'intention, dans le geste et dans l'intention et dans ce qu'il en a fait, en tout cas, voilà. Peu importe. Mais là où je te rejoins, je trouve que c'est un joueur qui a besoin de retrouver de l'équilibre entre faire le bon choix individuel et faire le bon choix collectif. J'ai aucun doute sur le fait qu'il va y arriver. Bon, ok. Et donc ton j'aime pas, mon j'aime pas, c'était cette culture de l'instant sur lequel j'ai fait un peu une digression. Mais je trouve qu'on tire vraiment beaucoup à boulet rouge sur beaucoup de gens. Et hier, par exemple, moi j'avais des fois, tu sais, tu dors et puis ça va un petit peu mieux. Mais moi, je trouvais qu'il y a un joueur qui a pas fait un très bon match hier et je l'ai encensé lundi, c'est Nuno Mendes, quoi. Nuno, tu dors. Il y a des moments, tu dors. Enfin, je veux dire, sur le deuxième but, il dort, quoi. Bien sûr, mais c'est un truc récurrent en plus avec Nuno Mendes. Pour le coup, j'ai failli mettre c'est un truc qui avait pas. un peu disparu, je trouvais, mais. Mais tu vois, genre les buts que le PSG prend en fin de match, en général, il est jamais très loin. Enfin, ou alors il est justement trop loin et c'est un problème, tu vois. Mais c'est un truc récurrent. Et là, sur le but de Suarez, le deuxième, il est attentiste, quoi. Attentiste. Je reviens sur ton idée de culture de l'instant. Et j'entends les arguments c'est un effectif champion d'Europe, donc faut un peu l'idée n'est pas de manquer de respect à ce qui a été fait, mais est-ce que justement l'effectif champion d'Europe n'amène pas un peu d'exigence, même en prenant en considération toutes les problématiques qu'on a pu et qu'on a données depuis le début de la saison sur la prépa physique, etc. Ça a été rappelé constamment pour mettre en relief les performances qu'il y avait par rapport à ce qu'on voyait.
Est-ce que justement, est-ce que c'est parce qu'on a pris une claque l'année dernière qu'on doit forcément rien dire maintenant? Non, ça veut pas dire rien dire, mais il y a la différence entre tirer à boulet rouge et soulever une interrogation, en fait, tu vois. La nuance, elle est juste là, tu vois. Avant de dire que Donnarumma, c'est une grosse merde, peut-être qu'on attend la fin de la saison, tu vois. C'est un peu ça, quoi. Donc là, pareil, peut-être pour un autre gardien qui va arriver? J'en sais rien, moi. Ça se trouve, à la fin de la saison, on va dire, putain, j'en sais rien. Pour le coup, moi, je rejoins totalement Marc, et la culture de l'instant, je trouve qu'elle va dans les deux sens. C'est-à-dire qu'en fait, quand Lucas Chevalier... c'était contre Marseille, la séance de tir au but où il en sort deux. Où il en sort va deux. mieux. C'est-à-dire que 3 jours avant, 4 jours avant contre le Paris FC, tout le monde était là, Chevalier, si, ça, machin. 10 jours avant, Chevalier, si, ça. Marseille, meilleur gardien du monde, qu'est-ce qu'on a bien fait de le recruter, machin. 2 jours après, il est nul. Mais ça dans les deux sens. Je suis pas sûr que ça En fait, ait été autant le truc, aussi. c'est que cette saison post, si tu veux, pour revenir à ta question sur est-ce qu'on a le droit d'être plus exigeant, cette saison post-victoire Ligue des Champions, en fait, elle nous amène parfois, je trouve, à avoir trop de montagnes russes dans nos jugements, dans tous les jugements que je vois. Je me rappelle quand même, il y a 3 semaines, on était en train de... Ousmane Dembélé était en train de se faire défoncer, il fallait pas le prolonger, et il est tout le temps blessé. Et en fait, tu vois, match après match, qu'il y a des choses un peu nouvelles qui viennent s'ajouter dans son jeu, sur les appuis, la densité de répétition des courses, le dribble, sa qualité de frappe. Un coup Kvara il va pas bien, un coup il marque, un coup il va pas bien, un coup il marque. Barcola, un coup il rentre avec de l'énergie, un coup il est invisible dans le jeu. Doué, quel bonheur, et puis un coup il est insupportable. En fait, c'est un peu à l'image de cette équipe, elle a besoin de trouver de la continuité, de la régularité, et d'être de retrouver cette espèce d'équilibre qui en faisait une symphonie, un plaisir à regarder. Abdellah, ce qu'on a besoin d'aller rapidement, pour rebondir sur ce que vient de dire Marc, ça rejoint la notion d'exigence. Est-ce que le fait d'avoir remporté cette Ligue des Champions, est-ce que le fait d'avoir remporté cette Ligue des Champions ne nous empêche pas en fait de critiquer le travail de Luis Enrique? C'est la question que je me suis posée dernièrement quand tu es en conférence de presse face à Luis Enrique. Est-ce qu'on est en droit aujourd'hui de critiquer le travail de Luis Enrique? Est-ce que le fait d'avoir remporté cette Ligue des Champions en fait l'exonère en fait de toute critique? Et je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, moi je vois. On a le droit d'être exigeant. Tu prends un club comme le Real Madrid, ils remportent la Ligue des Champions. S'ils font 6 mois après, ils sont nuls sur le terrain, et ils seront critiqués comme tout à chacun. Et c'est exactement ce qui se passe avec le Paris Saint-Germain aujourd'hui. Alors on ne lit pas dans l'avenir. Évidemment, on ne lit pas dans l'avenir. Je ne sais pas ce qui va se passer au mois de juin. Peut-être qu'on tire à boulet rouge sur certains joueurs, comme Chevalier, effectivement, tu as raison, ou comme d'autres. Peut-être qu'il va falloir leur laisser un peu de temps, faire un premier bilan au mois de juin. Il vient d'arriver, c'est 6 mois. Je parle de Chevalier, je pense notamment à d'autres joueurs aussi. On en reparlera tout à l'heure à Zabarni. Mais avec ce qui s'est passé l'année dernière, le scénario de la saison dernière nous freine dans nos analyses et dans nos lectures des matchs. C'est-à-dire que tout est biaisé. Pourquoi? Parce que les 6 premiers mois, on était là à faire des émissions, à dire mais Luis Enrique, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il se présente en conférence de presse en disant on va tout gagner. Alors que l'équipe ne mettait pas un pied... non, mais ça devenait... on était là en conf. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il est complètement dingue. 6 mois après, bim, on prend la Ligue des Champions. Et aujourd'hui, on se dit... On est freiné dans notre façon d'analyser les matchs ou dans notre façon de critiquer les choses. On se dit, bon, j'y vais, je critique pas, qu'est-ce que je vais dire? Dans 6 mois, ils vont peut-être remporter la Ligue des Champions, alors qu'aujourd'hui, ils sont un peu moins bien. Moi, je te donne un exemple tout bête. Le match contre le Bayern. On est au Parc des Princes, et en après-match, je passe sur l'antenne d'ici Paris Île-de-France, et je critique le fait que Luis Enrique soit dans la tribune là-haut, parce que c'est peut-être ça qui a fait que Raphaël Paul, qui était en bas et qui était au moment de la blessure d'Hakimi, a décidé de faire rentrer Mayoulou juste avant la mi-temps, et s'est grillé donc une session de changement parce qu'ils en avaient déjà utilisé une un peu plus tôt. Il y avait eu un blessé un peu plus tôt. Et donc en deuxième période, on s'est retrouvé avec une seule session de changement, et j'ai critiqué ça. Il se trouve que Luis Enrique n'est plus là-haut. Donc ça se trouve, c'était une bonne critique qu'il y avait à faire à ce moment-là. Je pense pas qu'on soit exempt qu'on soit là à plus pouvoir rien dire.
Je pense qu'il y a des choses où parfois tout le monde peut se tromper, Luis Enrique y compris, et que on peut donner avec notre ressenti le fait qu'on trouve qu'à ce moment-là il se trompe. Je pense juste que les phrases cette erreur-là, ça veut dire que de toute manière tu n'arriveras à rien avec ça. Ça, effectivement, on doit les enlever. Je crois que mais moi, je trouvais qu'à la base, il fallait déjà les enlever avant. Mais tu sais, c'est pas les choix de Luis Enrique globalement qui sont critiqués, c'est les performances individuelles de chaque joueur en fait. Non, mais tu peux critiquer les choix aussi de Luis Enrique dans. Comme hier. Tu vois, mais comme hier, quand il fait le changement. Après, on va parler de mercato, on va parler de politique sportive. Je pense qu'il y a des erreurs en fait. Oui. Est-ce qu'on peut le dire désormais? Ouais, ils n'ont pas recruté, ils ont voulu travailler avec un groupe restreint. Pourquoi on pourrait pas le dire? Non, mais il y en a en fait on s'empêche de le dire. Mais on parvient. Enfin, on en arrive à faire des débats, mais complètement lunaires sur ce qui se passe au Paris Saint-Germain aujourd'hui. Est-ce qu'on est en droit? Tu le vois en conf de presse, même quand il te parle. Non, j'ai le droit de dire en fait que ce que tu as fait hier, c'était pas bon, tout simplement. Oui, bien sûr. Personne n'interdit rien. Voilà. On verra ce que ça donnera pour la suite. Premier débat. C'était pas le débat là? Non, c'était pas le débat, ça va vite comme émission. Premier débat sur le match d'hier. Je vous donne quelques stats. Hier, le Paris Saint-Germain s'est incliné 2-1, donc a marqué un but de moins que le Sporting. Le Paris Saint-Germain avait 75% de possession de balle. Le Paris Saint-Germain a tiré 28 fois au but contre 10 tirs pour le Sporting. Le Paris Saint-Germain en a cadré que 6. Le Sporting en a cadré 4. Le Paris Saint-Germain a eu 10 corners. Le Sporting en a eu 2. Où je veux en venir, PSG a largement dominé cette rencontre et s'est incliné. Est-ce que on a entendu notamment Vitinha en après-match qui a parlé du fait que quand on marque pas, quand on convertit pas nos occasions, on est à l'affût de ce genre de scénario. Est-ce que c'est juste une question de réalisme hier, ce qui s'est passé? Ça fait penser un peu au match de poule de 2024 avant Manchester City où il se passait qu'il y avait des occasions de fou et puis Luis Enrique nous disait à la fin on méritait de gagner ce match mais juste c'est le foot. Est-ce qu'on est dans ce genre de match-là où, Alex, tu y vois une forme un peu plus inquiétante de choses qui ont amené à la défaite? Alors, ça aurait pu être mon j'aime, la phrase de Luis Enrique après le match hier. Hier, le PSG a perdu parce que le foot, c'est un sport de merde. Ouais. Voilà, non, mais c'est en vrai, pareil, ouais. il a entièrement raison. En fait, le match d'hier, et on disait pareil sur le match contre le Paris FC il y a une semaine, tu le joues 100 fois, tu le gagnes 97 fois, et là, on est tombé sur une des 3 fois où tu le perds. Donc, c'est... Hein? C'est que je suis pas d'accord, en fait. Parce que Nkombadio, il a 8 contre le PFC, tu vois, il est très sollicité. Hier, je suis pas sûr que le gardien du Sporting il soit très sollicité. Il a fait quelques parades. Pardon, mais je vois pas en quoi c'est incompatible. Il fait 5 arrêts, il y en a 2 sur des frappes qui captent en début de match de Fabien Ruiz et de Vitinha. Il y a une frappe centre-tir de Nuno et il y a la frappe de Dembélé. C'est la seule occasion du PSG qui l'arrête, quoi. Ça, je suis d'accord avec Marc. Non mais attendez, c'est absolument pas incompatible avec ce que je dis. C'est-à-dire qu'en fait, que tu surdomines le PFC avec son gardien qui est extraordinaire, que tu surdomines Liverpool avec Alisson qui sort le match de sa vie, ou que tu surdomines le Sporting en ratant tout devant le but, en fait, la conclusion est la même. Des fois, le foot va pas dans ton sens. Et c'est juste ça, c'est ça qu'il entend par... Parce que moi, je veux dire, c'est que là, c'est plus profond que ces exemples que tu viens de citer. C'est-à-dire que là, tu t'es pas créé vraiment d'occasion, en fait, hier. Hier ? Ouais. Non. Quand même, t'as 3 buts refusés. Oui, mais ça ne compte pas les buts refusés, vu que t'as une faute, donc l'action, elle doit pas partir. L'autre, il est hors jeu. Elle existe, l'action. Je pense que les deux, si je puis me permettre, et jouer l'arbitre de service, le juge de paix, je pense en fait que la différence sur le match avec le Paris FC ou même d'autres matchs auxquels on a pensé hier, notamment celui face à Bilbao, me semble-t-il, où il y en a eu d'autres, où il y a eu une possession outrageante du Paris Saint-Germain, c'est qu'hier, il y a eu la possession. Je crois qu'on était à 75%. On était sur l'une des plus grosses moyennes selon je ne sais plus quel site, Opta. Mais il n'y a pas eu d'occasion nette. Il n'y en a pas eu tant que ça, des occasions nettes. En termes de XG, tu peux me rappeler les XG? Hier, on est à 1,25. C'est très... Non, mais attends, si tu me permets. Non, mais si on enlève avec tout... Et le gardien du Sporting, il fait 5 arrêts quand même. Non, mais avec des si. Non, mais avec des si. Pas tous en même temps, mais le but de Guevara, il rajoute pas énormément de XG. Il est loin. Oui, mais les occasions... Non, mais je vous pose la question. Très sincèrement, est-ce qu'il y a eu des occasions si nettes que ça hier? Il n'y en a qu'une.
Voilà, Je me permets pose la juste question. le tir de Gvaras 0,03 XG. Voilà. Bon, c'est vrai. Donc c'est rien. Ah oui. Non, mais il y a la frappe. Il y a la frappe de. Je les édite les frappes. J'en manque une. Mm. Il y en a deux qui captent très facilement. Ruiz et Vitinha au début de match. Les deux premières frappes. La troisième, c'est un centre-tir de Nuno qui repousse des 2 points. Et ensuite, Ousmane Dembélé, crochet à droite, feinte à droite, crochet à gauche. Il enchaîne du gauche et là, il la repousse. Après, je veux bien, mais par exemple, le but, je veux bien que ça. Effectivement, ça ne compte pas, et dans les stats, elle ne compte pas. Mais le but de Warren, il y a une faute au préalable, mais l'action telle qu'elle est construite après ce contact, c'est une action qui montre que voilà, il y a Non, du, mais il y a- il y a la possibilité de se créer du danger et ça Il y a a amené à faute, un en but. fait. Tu vois. Oui, il y a faute. Ok, La d'accord. faute, Mais bien donc sûr il y qu'il a un faute. joueur qui potentiellement au départ, pouvait rentrer dans l'action et défendre et ne défend plus parce qu'il y a faute quoi. Non, mais après en fait, moi, je comprends ce que tu veux dire, Marc, mais juste. Je pense que c'est pas complètement incompatible avec le reste de ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'en fait, juste des fois, ça va pas dans ton sens. Des fois, genre, il y a un match sans. Hier, c'était un match sans, comme contre le PFC, c'était un Moi, match je pense sans. pas que c'était un match sans justement hier. Hier, tu as eu des difficultés à te créer des occasions. Bah, malgré ça, la pour le coup, je suis pas possession d'accord, mais, Outrageuse que tu as, tu te crées pas d'occasion très franche. Tu te dis pas, les mecs sont maladroits devant le but et qu'est-ce qu'ils viennent de rater, tu vois. Tu te dis juste, bon, bah, c'est vrai que dans le dernier geste, on n'arrive pas à se créer une occasion très franche dans la surface de réparation, quoi. Abdellah. Non, mais au-delà, par rapport à pour répondre à ta question, c'est pas simplement un manque de réalisme. Il y a un manque de réalisme. À quoi c'est dû ? C'est mental, c'est physique, bien évidemment. Moi, je pense définitivement que ce qui s'est passé la saison dernière, ils vont le traîner. Ils n'ont pas fait de foncier. Je pense qu'ils vont le traîner jusqu'à la fin de saison. De physique, tu parles. De foncier, de physique. Bon, on parle de foncier aussi, parce que Oui, non, pas mais eu. bien sûr. Mais ce qu'ils vont traîner, c'est le manque de physique. Pardon, tu as raison. Ce qu'ils vont traîner, c'est le manque de physique et les disparités athlétiques. C'est ce que tu disais à l'instant. Tu le vois avec les courses à haute intensité au niveau des joueurs. T'en as qui sont un peu moins bien, t'en as qui vont beaucoup plus vite. Tu vois Nuno Mendes en fait qui est capable de répéter les courses. T'en as d'autres comme Fabien Ruiz qui travaille un peu moins que la deuxième partie de saison dernière. Idem pour Dembélé qui était meilleur ces derniers matchs, mais hier qui a commencé à tirer la langue en deuxième mi-temps. En fait, le jeu, le système mis en place par Luis Enrique demande tellement d'efforts et il demande en fait que 100% des joueurs soient au diapason. C'est-à-dire que pour les mener à ce qui s'est passé en deuxième partie de saison dernière, il faut que tous les joueurs rament dans le même sens et qu'ils soient égaux au niveau athlétique. Et ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui. Alors peut-être que le projet du club, c'est que les joueurs ou que l'effectif soit nickel en mars, avril. Ça, j'en sais rien du tout. On en reparlera un peu plus tard au niveau du mercato, etc. Mais en l'état, aujourd'hui, je pense que le manque de réalisme, c'est un manque de lucidité. Le manque de lucidité, c'est de la fatigue. C'est de la fatigue physique. C'est aussi de la fatigue mentale. On en parle très peu, c'est aussi de la fatigue mentale. Et c'est ce groupe totalement hétérogène, je radote, au niveau physique. Marc, je crois que tu voulais réagir au moment où Abdellah parlait. Ouais, je suis complètement d'accord avec Abdellah, mais moi je m'interroge plus largement parce qu'en fait il y a des clubs qui ont, clubs qui ont fait cette Coupe du Monde et qui ont été quasiment jusqu'au bout, aux demi-finales, Chelsea, Bayern, avec des effectifs de pléthoriques. Ouais. Enfin, on n'a pas de bon. Donc j'arrive là-dessus. Je suis énervé. Mais en fait, ils ont beau pas avoir un banc plus étoffé que le nôtre, celui du Paris Saint-Germain. Leur performance physique, elle est bien meilleure que celle elle donne en tout cas en termes d'impression visuelle l'impression d'être meilleure. Il y a ça qui m'interroge dans ce PSG actuel, c'est la qualité de la prépa physique au-delà de son absence, du peu qu'il y a eu. Pourquoi les autres font mieux et pourquoi le Paris Saint-Germain fait moins bien ? Mais Marc, tu peux pas comparer en fait ce que les autres clubs ont accompli à l'intersaison. Les joueurs ont eu 4 jours de vacances. Ouais. Allez, max 4 jours, une semaine. Allez, Bayern, ils ont repris en même temps que le PSG. Non, ils reprennent avec une super coupe. Dans la foulée, mais en fait, ils jouent un match de très haut niveau. Le Bayern a joué le 16 août et le PSG a joué le 13. Mais il me semble. Je suis sûr que je viens de regarder. Ils sont sortis de la Coupe du Monde des clubs un peu avant nous. Une semaine avant. Ouais. Oui, mais ça ne fait pas exemple. En fait, le seul Chelsea, c'est pareil, tu vois. Oui, mais l'exemple de Chelsea, le problème, c'est que Chelsea n'a pas eu la même saison en termes. En fait, les joueurs n'ont pas eu une saison aussi éprouvante. Parce que tous ceux qui ont joué la Conference League ne sont pas les mêmes qui ont joué en Première Ligue. Et donc, en fait, tu t'es retrouvé avec des joueurs qui étaient moins éreintés à l'issue de la saison, parce que ça commençait déjà à tirer la langue à la fin de la saison. On va venir sur le mercato après, et c'est là que je pense que c'est un sujet important. Au demeurant, juste par rapport
rapport à ce que tu dis. Moi, quand tu regardes Chelsea ou le Real Madrid, qui sont les deux clubs européens qui ont fait dernier carré de la Coupe du Monde des clubs cette saison, pardon, mais on n'a rien à leur envier, ni footballistiquement, ni physiquement. Hein. Le Real, ils sont à la rue complet depuis. Non, mais ça, j'ai pas dit le contraire. Donc, ça, voilà. Tu dis j'ai que. pas cité le Real. Non, mais c'était le Bayern. En fait, c'est le Bayern. C'était le Bayern. Le Bayern, pour le coup, ils sortent de la compétition une semaine avant le PSG et une semaine, je pense que dans une prépa physique et dans des vacances, une semaine. En fait, entre une semaine avant et 3 jours pour le match d'après, ça te fait 10 jours, c'est quasiment la moitié de la prépa du PSG. Bien sûr. Donc c'est vrai que ça fait un truc en plus. Mais alors après, on nous expliquait que pendant la Coupe du Monde des clubs, il y avait déjà une part de foncier qui était faite, que ça pouvait potentiellement enchaîner, que les joueurs qui ont été blessés. T'as vu la finale, t'as craché là-dessus en fait. Oui, mais les joueurs qui ont été blessés pendant la saison, pendant la première partie de saison, au moment où ils sont revenus, ont pu faire peut-être un petit peu de foncier, etc. Alors est-ce que ça se rattrapera d'ici à là parti comme c'est, si le PSG fait top 8 de la Ligue des Champions, tu vas avoir un match par semaine pendant tout le mois de février. Est-ce que ça va te permettre pendant la semaine de pouvoir récupérer un peu plus? Donc peut-être que c'est pas. Les joueurs, peut-être qu'ils vont peut-être pas le traîner jusque-là. Hein. Mais ils vont probablement le traîner jusque-là. Et moi, je pense que le PSG, encore une fois, paye la dépense d'énergie la saison dernière. Et je pense que l'effectif de cette année n'a pas été battu. Il y a eu 2 recrues. N'a pas été bâti pour éponger cette débauche d'énergie. Il n'a pas été bâti pour ça. Je pense qu'il aurait fallu insuffler quelque chose de nouveau, injecter du sang neuf, on en reparlera tout à l'heure, mais plus le manque de préparation à l'été, et c'est quasi un miracle. Et je terminerai avec... J'ai l'impression en fait qu'il n'y a que du négatif. Mais quand vous regardez la première mi-temps hier, je pense que c'est la meilleure mi-temps du PSG dans le contenu depuis le début de saison. En pressing, en contre-pressing, intensité, duel, combinaison, circuit de passe, moi, c'est ce que j'ai vu de mieux depuis le début de saison. Je parle essentiellement de la première mi-temps. Je ne parle pas de l'efficacité devant. Je parle j'ai retrouvé le PSG de la seconde partie de saison par séquence hier en première mi-temps. Oui, sans rentrer sur c'est la meilleure ou pas la meilleure, mais c'est vrai que c'était une première mi-temps on de peut très pas haut dire niveau. c'est une bonne mi-temps. Ah non, c'était une très bonne mi-temps. Voilà. C'était une très bonne mi-temps. Donc c'est pas qu'une question de réalisme. Non, après, je voulais revenir là-dessus. Moi, je trouve qu'il manque un côté droit à Paris, en fait. L'été dernier, le club avait dit que c'était fixé pour objectif de recruter un ailier droit faux pied. Et en fait, tu te rends compte que aujourd'hui, ça manque, en fait. Parce que tu fais jouer que des droitiers à droite. Et dans le jeu de Luis Enrique, globalement... ça manque d'un gaucher offensif. Les droitiers, ils se sentent bien à gauche, quoi. Là, on est en train de les empiler, quand même, à droite. Il y en a 4, quoi. Il y a déjà 4 joueurs. Mbaye, Doué... Kvaratskhelia et Barcola. Donc, le joueur que tu es en train de négocier avec le Barça, il est aussi droitier, formé ailier gauche, même si à terme, je pense qu'il va revenir dans le milieu. Mais je trouve qu'il y a un besoin urgent de retrouver un ailier droit qui aime bien jouer. Il y a Kanginli à la base qui est gaucher et qui peut jouer ailier droit. Pour moi, il y a 2 options, mais je ne crois pas que ça se fera pour ce mercato-là. Mais c'est remettre Ousmane à droite et refaire une belle paire avec Achraf Hakimi, qui était quand même l'année dernière, on se gargarisait que c'était peut-être le meilleur couloir droit d'Europe. En tout cas, une complémentarité assez dingue. Avant que Dembélé soit repassé dans l'axe. Ouais. Et puis l'autre truc, c'est que là, tu sens qu'il y aura peut-être besoin d'un attaquant de pointe. Pas un vrai forcément, mais un qui colle au schéma. Et avec qui colle au schéma de Luis Enrique. Avec un Doué dans l'axe. En faux neuf. Moi, je trouve que c'est pas faux. C'est pas son pas, ça se voit en fait. Doué dans l'axe ou même dans l'autre jeu, c'était pas non plus. Il a pas cassé l'écran non plus. Et l'été prochain, mettez vos 100 bars sur Julian Alvarez. Allez. je vous dis, mettez vos 100 bars. S'il y a Julian Alvarez qui arrive ici, ça peut être très sympa. Ça peut être très sympa. Moi, je crois que c'est le joueur qui collerait bien. Ah oui, bien sûr, en termes de peut-être je me trompe. De mec qui peut... Bon, alors là, il est sur une période un peu plus compliquée à l'Atlético depuis quelques semaines, mais en termes de jeu, de joueurs, tu peux t'éclater. Il y a un mec qui revient que je trouve qui pourrait matcher aussi, c'est Gabriel Jesus. Ouais, mais je suis pas sûr que... Pareil, claque son petit doublé hier, quoi, tranquille. Ouais, mais physiquement, c'est pas... Ouais, je vous rappelle quand même qu'un joueur est arrivé au PSG il y a 2 ans.
Oui. Et qu'on se doutait, on se posait des questions sur le Oui, mais fait qu'il c'est pas soit fait- blessé tout Dembélé, le temps, c'est pas puis fait il est les croisés, devenu. Jésus s'est fait les croisés, Eh oui. ça te change quand même. Ça change quand même pas Nuno mal un s'est joueur. fait les croisés aussi. Comment? Nuno Mendes s'est fait les croisés. Non, Si. non, c'est pas les croisés. Si. Nuno Mendes, c'est les ouais, croisés. dans sa formation, il s'est fait les croisés. Ah, dans la formation. Ok. Voilà pour le débat sur le réalisme. On va faire une petite pause. C'était intéressant. J'adore cette transition. Voilà. On va faire une petite pause et on revient tout de suite. On parle du mercato, celui de l'été dernier et celui qui va se terminer. Visiblement, il y a un mercato en ce moment. Je savais pas. Et donc, qui se termine dans 10 jours. À tout de suite. Infotrafic, musique et bonne humeur, le 17-20 de Ici Paris Île-de-France. Salut à tous, Éric Bastien. quel plaisir. 3 heures de bonne humeur, plus près de vous pour vous accompagner, pour rentrer tranquillement à la maison, pour évoquer le patrimoine et les fiertés franciliennes. À tout à l'heure. Ici Paris Île-de-France, on fait la route ensemble de 17h à 20h. 100% PSG, la tribune. De retour dans 100% PSG, la tribune. On a dit qu'on ouvrait les micros, mais donc on t'entendait chanter et ça te. Non, tu le Mais fais. moi, j'adore ça. Tranquillement. On est là avec Alexandra Flalo, Abdella Boulma et Marc Méchenois pour débriefer cette défaite du PSG hier face au Sporting. On va d'abord parler mercato. On va d'abord parler du mercato de l'été dernier. On rappelle, mercato du Paris Saint-Germain, officiellement 3 recrues. Renato Marin, Ilya Zabarni, Lucas Chevalier. Je vais me concentrer sur les 2 dernières parce que Renato Marin n'a joué qu'un seul match. C'est un match de Coupe de France face à Fontenay. Et visiblement, on ne le reverra pas d'ici la fin de saison puisqu'il n'y a plus de match de Coupe de France. Donc, donc ça sent pas très bon pour la suite de Renato Marin en 2025-2026. Est-ce qu'on peut dire, parce qu'hier, Zabarni et Chevalier sont sur la photo de famille, notamment du deuxième but. Zabarni parce que c'est le premier décalage se fait sur son côté. Chevalier parce qu'il y a un ballon qui est repoussé dans une zone dangereuse. Je vais le dire comme ça, je vais être tranquille. Est-ce qu'on peut dire là, avec le nombre de points perdus, les erreurs qui ont été faites et ce qu'on voit, que déjà, le mercato d'été dernier, se concentrant sur ces 2 joueurs, est raté? Je vais commencer par Marc. Marc qui critiquait tout à l'heure la culture de l'instant. Allez, vas-y. Je lance là-dessus. Est-ce que alors, Deal non, mais with on va se poser la question, mais est-ce que dire que c'est un mercato raté parce que Zabarni et Chevalier sont pas bons depuis 6 mois, c'est une culture de l'instant? Moi, j'aurais dit qu'il était raté dans la quantité. Mais sur le profil des joueurs, encore une fois, je vais dire non, parce que j'attends de voir, en fait. J'attends de voir, ça se trouve... Et on va attendre combien de temps? Moi, j'attends la saison, en fait. Les matchs couperets. Ouais, j'attends les matchs coup près, ouais. Okay. Là, je dirais, ils sont pas au niveau, ou ils sont au niveau, tu vois. Puis après, un joueur qui arrive et qui fait une top saison tout de suite d'entrée au PSG, je te mets au défi de m'en citer 5. Pas de chaud. Voilà, Ouais. ça fait 1. Ouais, tiens, oui, Une top saison, tiens. Non, Désiré Doué, je vous rappelle ouais. que l'année dernière, avant le première match à partie de Marseille, saison. Luis Alors- Enrique disait qu'il n'était pas prêt à jouer. Alors, ça n'empêche pas qu'il a fait une top saison, Non, Marc. il a fait une demi-top saison. Une demi-top saison vaut une Voilà. top saison, Non, excuse-moi. non, alors. je suis désolé. non. Une Pardon. top saison, c'est du match, du premier match, parce que là, regarde, on est encore qu'au 20 janvier. Lucas Chevalier, il peut encore faire une top saison. Donc si je te suis, Oui, évidemment. voilà. Mais alors, attends. Donc, Non. Ok. Donc, on peut pas dire- Je vais te prendre au rebond là-dessus parce qu'on va répondre à un truc maintenant. Maintenant, Lucas Chevalier fait la demi-saison qu'a fait Donnarumma la saison dernière. Tu oses me dire qu'il n'a pas fait une top saison? je dirais, non, je vais être précis, je dirais qu'il a fait une bonne deuxième partie de saison. Vous êtes, Comme, vous êtes de mauvaise foi, monsieur Méchant. non. Une très bonne deuxième partie de saison, Ouais, si c'est au niveau de Donnarumma. C'est Une ça, saison, en fait, ouais. c'est comme ça qu'il faut dire les choses. Et Et au par global, exemple, au je global, regardais il y a pas longtemps une interview de Christophe Lolichon, à qui on demandait qui serait le meilleur gardien de l'année 2025. Il commence par dire Donnarumma et il se reprend et dit bah non, parce qu'en fait il a fait qu'une bonne demi-saison et il faut juger un exercice sur sa globalité. Et du coup, il donne le titre de meilleur gardien à David Raya. Mm. Voilà.
Mais ça après. Voilà. Moi, je pense qu'il y a plusieurs visions du foot. Et je partage. Est-ce que le plus important, c'est d'être important de la J1 à la J38 quand il y a 38 journées Mais non. Ou est-ce que le plus important, c'est d'être Mais non, Romain. extraordinaire dans les moments qui sont très 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 importants? Mais non, Romain, c'est la deuxième. T'as la réponse. Je sais pas. T'as Moi, la je réponse pense dans qu'il y a ta plusieurs question. visions. Mais non, le football, c'est un marathon. C'est un marathon d'une saison. De juillet à janvier, enfin la saison la demi-saison de juillet à janvier n'est pas la même que la deuxième partie de saison. Et pour les grands clubs comme le Paris Saint-Germain, c'est les matchs charnières qui comptent. C'est les huitièmes, c'est les quarts, etc. Alors peut-être que je leur souhaite que des joueurs comme Chevalier ou Zabarni vont définitivement se révéler en deuxième partie de saison. Peut-être, j'en sais rien du tout, et on aura une toute autre lecture de ces joueurs-là, comme on l'a fait avec Donnarumma. Effectivement, il faut tout le temps recontextualiser. Donnarumma s'est fait assassiner. Assassiner. Mais on l'oublie. Attends, je termine. En Ligue 1. Non. En Ligue 1, il a répondu à l'appel. Attends, je termine tout le mon propos. En Ligue 1, il répondait à l'appel, évidemment. En Ligue des Champions, il s'est fait assassiner. Bien sûr. Souvenez-vous, il a marché sur l'eau en deuxième partie de saison. Là, il y en a énormément qui le réclament. À chaque fois que Chevalier fait une bourde, on fait référence à Donnarumma, évidemment. La raison pour laquelle il faut ne pas tirer de conclusions hâtives. J'avais l'habitude de dire septembre, je ferai un petit bilan en janvier. Désormais, je me dis, avec le PSG de Luis Enrique, je ferai un bilan en fin d'année. Donc d'ici là, on dit rien. Non, mais pourquoi je te dis ça, Romain? Je te dis ça parce que ça fait écho à ce que je disais en début d'émission. Avec Luis Enrique, le PSG de Luis Enrique, tu sais pas. Tu sais pas. Peut-être qu'ils vont renverser la table et qu'ils seront ils feront le back-to-back et qu'ils seront de nouveau champions au mois de mai. Et quelle sera à ce moment-là notre lecture? Mais alors, je vois où tu vas en venir. Ouais. Mais alors, je j'ai vais pas quand été même assez clair. me permettre une question. Mais bon, Chevalier, la question va se poser. Est-ce que Chevalier, avec les prestations qu'il a pu faire sur le début de saison, s'il y a un huitième de finale de Ligue des Champions et que Safonov est dispo, est-ce qu'il y a un choix? Est-ce qu'il y a un choix qui doit se faire Mais il y a déjà un choix auprès de c'est Luis automatique ou c'est automatique, c'est Chevalier? Non, mais Romain, pardon les amis, mais il y a déjà un choix. Voilà. Mais tu crois que les prestations de Chevalier aujourd'hui font plaisir au staff du Paris Saint-Germain? Alors, donc du coup, ça veut dire qu'on peut quand même mettre en question les performances et on peut en parler sans qu'on nous dise tout de suite attendez, on attendra la saison. C'est différent. On peut dire que c'est Oui. une mauvaise recrue et dire qu'il fait un mauvais début de saison, tu vois. Ouais, franchement, son début de sa première partie de saison, elle a chié en fait. Ouais, elle est pas bonne. Voilà. Oui, carrément, Tu peux le dire comme ça. Est-ce qu'on est rassuré si imaginons Marquinhos est blessé ou suspendu pour un huitième de finale de Ligue des Champions, on est rassuré si on dit Zabarni va être titulaire? Bah non. Mais tu as raison, on n'est pas rassuré. Non, mais regarde, je vais te donner un autre exemple. Hier, vous êtes dans votre canapé. Il y a le joueur, j'ai bouffé son nom, du Sporting qui est tout seul face à Lucas Chevalier. Ouais. Lucas Chevalier. À un moment donné, tu te dis. Il va l'arrêter? Va l'arrêter? Non, t'es pas en confiance. J'ai fait le deuil des buts qu'on doit prendre et qui étaient arrêtés. Maintenant, les buts qu'on doit prendre, on les prend. Parce que c'est vrai que Donnarumma avait énormément de défauts. Il pouvait avoir des défauts, le jeu au pied, on a parlé, les sorties aériennes, etc. Mais il avait une capacité à te sortir des trucs qu'à la base on ne doit pas sortir, qui était assez dingue et qui faisait que quand il y avait un face-à-face, on se disait ah bah non, c'est peut-être pas mort quoi. Là, j'ai fait un peu le deuil de ça. Pardon, mais à chaque fois, j'ai l'impression d'être l'avocat du diable quand on parle de Lucas Chevalier, mais j'entends tout à fait qu'il a quand même fait quelques boulettes et quelques approximations et qu'il a des justesses dans son jeu, mais il a quand même aussi fait des très beaux arrêts cette saison. Je suis d'accord. Moi non. Moi, je l'ai dit. Pas du tout. Pardon, non, pas du tout. Moi, quand je sais ce que tu vas dire, mais moi, quand j'observe Lucas Chevalier, déjà, on va le rappeler, en face, c'est un autre métier. Moi, il ne fait pas le même métier qu'à Lille. Il y a une autre pression, pression médiatique, mais pression populaire, etc. Mais ce qu'on attend d'un gardien du Paris Saint-Germain, c'est qu'il n'est pas beaucoup sollicité. Il va être sollicité 1 ou 2 fois dans les matchs arrière. Je ne parle même pas de la Ligue 1. Je te parle de la Ligue des Champions, qui est un autre gap encore. Il va être sollicité 2 fois. Il peut en arrêter 10 avant, 15 le week-end d'avant, 16 le week-end précédent. Ce qu'on va retenir, nous, observateurs, nous, journalistes ou autres, c'est ces défaillances, c'est ces erreurs grossières. Ça, et Dieu sait, je termine. Non, tous les gardiens à l'international. Est-ce que tu te poses la même question sur Thibaut Courtois au Real Madrid? Est-ce que tu poses la même question sur d'autres grands gardiens? Déjà, bien sûr que oui. Mais c'est le propre du poste de gardien. C'est-à-dire qu'en fait, un gardien,
Un attaquant, il peut ne pas toucher une bille pendant 90 minutes. Il marque un but en fin de match, tout le monde retient que le but. C'est pas la même chose. Évidemment que c'est pareil. Non. Un gardien, C'est la il même peut chose, mais faire 25 arrêts pendant le match. S'il y a 0-0, il se prend le but du 1-0 à la 90 minutes, on retiendra que ça. Ces arrêts isolés ne peuvent pas masquer ces prestations C'est pas ce que je décevantes, voire médiocres, je dis. globales. Et au-delà de ça, j'irai même plus loin pour répondre à ton argumentaire. J'irai même plus loin. C'est que j'en ai parlé à un ami, c'est que je ne sais pas comment il a été formé au niveau du gardien, mais tu vois qu'il y a des erreurs techniques. Il y a des erreurs dans son orientation de corps, il y a des erreurs dans ses sorties, il y a des erreurs sur ses alignements, il y a des erreurs sur sa ligne, devant sa ligne. Et cette façon aussi de systématiquement aller sur sa droite ou de rester campé sur ses crampons à la Laetizy un petit peu à l'ancienne et qui voit le ballon. Pas très gentil, ça. Hein. Non, mais je vous assure, en fait, tu vois des choses que que tu ne vois pas avec d'autres gardiens de son âge. Et tu as l'impression que ce sera dur à rattraper. Je vais enchaîner après sur le mercato. Vas-y, Alex, pour terminer. Juste, je trouve qu'il y a un truc qui est vrai à la fois pour Chevalier et pour Zabarni, c'est que en fait, Chevalier et Zabarni, ils viennent de clubs où ils avaient l'habitude d'être sollicités tout le temps. T'es Bournemouth en première ligue, t'es Lille en Ligue 1, tu te fais canarder en permanence, t'as des attaques qui viennent Ils tout jouaient le pas temps. de la même manière. Évidemment. Zabarni, ils étaient à 4 à Bournemouth. Ils dans- jouaient pas. mais donc, Ils ne jouaient jamais la profondeur. Si Il tu me était laisses, tout. si tu me laisses Pardon. terminer. Mais ça Non, m'énerve. mais je te laisse terminer, c'est-à-dire qu'en fait, ils arrivent de clubs qui n'ont pas le même statut que le PSG, qui n'ont pas la même façon de jouer que le PSG, qui n'ont pas les mêmes dynamiques que le PSG. Et à la fois Zabarni et Chevalier, ils ont le même problème, c'est-à-dire qu'en fait, les attaques contre le Paris Saint-Germain, il y en a beaucoup moins que dans les clubs où ils étaient avant. Donc en fait, moi, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est un débat que je trouve hyper intéressant pour le coup par rapport au gardien. À quoi tu juges un bon gardien ? Est-ce que c'est un gardien qui fait beaucoup d'arrêts ou est-ce que c'est un gardien qui fait les arrêts qu'il faut ? Non, le Parce que gardien en fait, qui fait les arrêts qu'il faut au moment charnière, au Non, mais moment clé parce d'un que- match de Ligue des Champions. Parce qu'aujourd'hui, si tu regardes, les gardiens les plus décisifs, c'est les gardiens des clubs, pardon pour la boîte à gros mots, mais c'est les gardiens des clubs de merde qui se prennent 25 tirs par match cadrés et qui doivent faire des arrêts tout le temps. C'est pas parce Voilà. que tu dis pardon que Non, mais que- voilà, que je tu peux le dire tranquillement, je m'excuse en avance, mais donc en fait, Chevalier, il doit apprendre à être ce gardien qui est concentré en permanence pour pouvoir faire les arrêts qu'il faut au moment qu'il faut. Et pareil que Zabarni doit apprendre à jouer dans une équipe qui a le ballon 80% du temps. Non, mais en vrai, c'est pareil. il faut juste qu'on avance un petit peu, Pardon, comme ça ouais, on peut enchaîner sur la suite des débats et ça se trouve, ça va se Oui. rejoindre. Je reviens sur une phrase qu'a dit Marc sur le nombre, quand on reparle du mercato d'été. Est-ce que le fait qu'on n'ait que 2 recrues, 3 si on compte Renato Marine, qu'on n'ait que 2 recrues, ça resserre pas la focale sur toutes les prestations que peuvent avoir Zabarni et Bien Lucas sûr. Chevalier et Ah qu'on oui. est encore plus et que s'il y avait 5 ou 6 recrues qui étaient venus l'été dernier, au moins il y Alors, aurait une je- erreur de Zabarni, le- mais ça serait parmi Le mercato les que tu joueurs fais à Neves. 11 recrues, je peux dire qu'on n'avait pas les mêmes débats, effectivement. C'est-à-dire que je reprends le début de saison de Désiré Doué de l'année dernière, il passe inaperçu parce qu'il y a Pacho qui fait un début de saison dingue, parce qu'il y a João Neves qui fait un début de saison dingue et on se pose pas la question du mercato. Est-ce que ça joue ? Ça joue. Moi, je pense que c'est deux éléments isolés, comme j'ai dit. Il y a à la fois la performance des joueurs et le fait que tu recrutes pas en quantité. Alors, est-ce que si tu recrutes en quantité, il y a peut-être des matchs où tu passes moins à travers et donc tu les maîtrises mieux et t'évites à ton gardien de s'exposer ou à ton défenseur de s'exposer. C'est du football fiction, mais franchement, j'en sais rien. J'en sais rien. Est-ce que ça rajoute ou pas ? Moi, ce que je constate, c'est que devant, il y a des espèces de déserts offensifs par moment. Et tu connais le problème depuis un petit moment. Tu vois que Ramos, quand il est titulaire, ça ne s'arrange pas. Qu'il a beau être le meilleur buteur du club, même quand il rentre, il y a quand même des fois où il passe quand même sacrément à travers, où il est sacrément invisible. Hier soir, c'était le cas, quoi. Moi, la seule chose que je retiens de Gonzalo Ramos hier, c'est qu'il a checké le défenseur Lisboète, parce que ça doit être un Portugais qu'il a croisé en sélection, tu vois. À part ça, j'ai pas retenu grand chose de son entrée. Moi, j'aurais bien voulu voir un attaquant de pointe et je veux bien que la politique du club soit de plus dépenser trop d'argent. Peut-être qu'il y a encore du fair play financier et tout. Ce qui est vendu, c'est que c'est pas facile de prendre un joueur qui pourrait s'intégrer directement, de trouver le profil du joueur qui pourrait s'intégrer et apporter. Ça dépend du prix que tu mets. Ça dépend du prix que tu mets. Moi, Non, Julian c'est- Alvarez, je pense qu'il peut s'intégrer quand même assez vite. Quoi. Non, mais en fait, pour moi, je trouve que c'est un argument, mais qui est limite un peu prude, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, non, mais oui, mais le problème, c'est qu'en fait, si t'attends d'être sûr de ta décision avant de la prendre, tu prends jamais la décision parce que tu auras toujours des doutes. C'est pas ça. C'est que en termes de, en gros, c'est le discours de Luis Enrique, c'est pas le mien, hein, et je le défends pas. Hein. Oui, non, mais j'entends. C'est de dire qu'en gros, vu ce que l'équipe fait,
il y a peu de profils qui correspondent. Mais il a raison. Et qu'en gros, c'est pas, il va pas prendre un mec pour prendre un mec, quoi. Mais il a raison, il l'avait déjà dit la saison dernière, il l'a répété à maintes reprises cette saison. Pour pouvoir intégrer cet effectif du Paris Saint-Germain, il faut avoir la possibilité, les capacités d'intégrer très rapidement le logiciel Luis Enrique. Si tu ne l'intègres pas, tu vires. On l'a vu avec Kolo Muani, on l'a vu avec d'autres joueurs qui sont partis à l'intersaison. La raison pour laquelle, et moi franchement, je suis entièrement d'accord avec ça, tu vas pas prendre un joueur pour prendre un joueur. Tu vas pas prendre un joueur à 30 buts. Ça se trouve, je dis n'importe quoi, tu vas chercher Haaland. Enfin, il va pas venir au Paris Saint-Germain. Tu vas récupérer Haaland, mais ça se trouve, Haaland ne s'inscrit pas du tout dans le schéma que propose Luis Enrique. Mais ça c'est sûr. Non, mais c'est une hypothèse, c'est un truc que je te dis. Donc la raison pour laquelle le choix et la sélection des profils est très complexe. Pour pouvoir intégrer et jouer dans cet effectif-là, c'est compliqué, Romain. C'est pas je veux bien, à tout le monde. Il y a quand même beaucoup de joueurs de foot, quoi. Oui, non, mais c'est pas seulement la technique. Surtout, si je peux me permettre, Abdella, là où je trouve que c'est une façon un peu complexe et limite entre gros guillemets dangereuse de penser, c'est que à ce moment-là on pourrait rétorquer les sonneries. Ok, du coup Zabarni, tu trouves qu'il s'est bien intégré depuis 2 saisons? Zabarni et Chevalier, tu trouves qu'ils sont bien intégrés? Certes, ça fait 6 mois. Et aussi j'oubliais un truc dont je voulais te parler aussi, Romain, et aux autres, c'est cette capacité à pouvoir accepter de rester sur le banc comme un Ramos ou comme d'autres, etc. Parce que tu vas récupérer une star à 60-50 millions qui n'accepte pas la concurrence, tu vas faire comment? Parce que lui, il a besoin de joueurs dans son effectif, on parle de quoi? De 15-16 joueurs, avec beaucoup de permutations et t'es moins bon, tu vas sur le banc. Si t'es sur le banc et que tu boudes, tu sors. C'est pas vraiment ça, parce que quand t'es sur le banc, c'est pas que tu joues pas pendant des heures et des heures. Oui, mais il faut que tu l'acceptes. Ramos, qui accepte, quel attaquant au monde accepterait le sort de Ramos aujourd'hui? Oui, non, c'est vrai. Gonzalo, mais là encore, je trouve que c'est un cas qui est vraiment à part, parce que certes, ouais. Tu vois, Barcola qui va sur le banc, c'est parce que s'il est sur le banc, c'est parce que ses prestations sont moins bonnes. Quand Vara arrive, Barcola, il fait la tronche. Gonzalo Ramos, oui, mais il fait une super deuxième partie de saison. Barcola, il se transforme en passeur, il est très bon. Alors que Gonzalo Ramos, t'as plutôt l'impression que peu importe ce qui se passe, qu'il soit bon, qu'il soit pas bon. Alors s'il est pas bon, il va virer du club, mais même s'il est bon, il aura jamais un statut qui sera au-dessus. Donc là-dessus, effectivement, mais il y a plein de joueurs qui peuvent juste être sur le banc parce que leurs performances sont moins bonnes et que les dés sont pas pipés pour eux. Et donc, à partir de ce moment-là, tu acceptes d'être sur le banc s'il y a meilleur que toi, quoi. Non, mais tu as entièrement raison. Et ce que je veux dire par là, c'est que Luis Enrique cherche en priorité, le staff du Paris Saint-Germain aujourd'hui, des joueurs qui ont le même état d'esprit qu'un Ramos. Tout simplement. Bon. On va terminer cette émission avec un dernier débat sur justement ce qu'il faut faire sur les 10 derniers jours. Nous, il nous reste 10 minutes. Mais qu'est-ce qu'il faut faire sur les 10 derniers jours? Est-ce qu'il faut absolument recruter? Est-ce qu'il y a des profils qui peuvent... Alors, Dro Fernandez, ça devrait se faire. Visiblement, il y a des négociations. Je ne vois pas comment il y a des négociations sur une clause libératoire. Mais sur une clause libératoire à lever, il y a des négos? Oui, bien sûr. Parce que si la clause dans le contrat du joueur, elle est demandée à être payée par le joueur, en fait, le club va venir tenter de négocier. Parce que ça voudrait dire que si... Par exemple, je dis ça, mais je crois que c'est ça. Je ne suis pas sûr à 100% du tout. Donc, tous ceux qui vont écouter le podcast et les copains qui mettent tous les extraits sur Twitter, c'est vraiment. Merci de nous faire de la pub, mais pas tout reprendre. Vraiment. On écoute bien. On extrapole pas. Je crois qu'en fait, dans son contrat, le joueur a une clause, mais qui doit être payable par lui-même. Donc, il faut qu'il ait 6 millions d'euros en banque. Sauf que si le club Paris Saint-Germain les lui donne, c'est considéré comme du salaire et il doit payer des charges dessus. Donc il doit payer plus cher que la clause. D'accord. Donc peut-être qu'il est plus intéressant dans ce cas-là, et j'en sais rien du tout, que le club prenne contact, les clubs se parlent entre eux, les clubs qui ont des négociations, qui ont pas des très bonnes relations, et il y avait beau y avoir une clause pour Ousmane, ça a pris quand même du temps parce que Barcelone n'a pas tout fait pour faciliter les choses. Mais si les deux clubs se parlent, à un moment donné, peut-être que le PSG va proposer plus que la clause en disant nous, on vous paye directement un transfert et on vous paye plus que la clause. Mais du coup, ils paieront toujours moins que la clause plus les charges. Plus les charges, voilà, exactement. Ok. Bon, alors donc il y a Dro Fernandez qui pourrait arriver, c'est pas sûr encore, mais qui pourrait arriver au Paris Saint-Germain. C'est un
profil plutôt milieu offensif, axial, un profil un peu à la Désiré Doué, qui peut être Pas dans la percussion en moins. Ouais. La vitesse, la percussion en moins. mais plus dans la qualité de passe, c'est ça? Ouais. Dans la qualité de passe, dans la capacité à trouver entre les lignes, à créer des choses face à des blocs regroupés. Et donc, mais un joueur qui, tu vois, par rapport à un Désiré Doué physiquement est très loin d'un Désiré, et qui a priori devrait avec le temps pouvoir plus être un milieu relayeur, donc plus à un poste Fabian. Est-ce que il y a d'autres joueurs qui vous viennent à l'esprit? Est-ce que vous sentez qu'il y a un besoin dans l'effectif? Et s'il y a un besoin, où ça? Je remets ma rengaine Marnès à Cliouche, qui était les rumeurs de l'été dernier et qui... Hier, je crois que c'est le seul qui surnage un petit peu. J'ai regardé d'un coin de l'œil Real Monaco. Je crois que c'est le seul qui surnage un petit peu. Est-ce qu'il y a des joueurs comme ça qui vous viendraient à l'esprit pour les 10 prochains jours là? Marnès, c'est un 2002, 23 ans. Cet été, il demandait 70 millions d'euros. Je sais que Monaco, ils ont besoin d'argent, donc c'est peut-être le moment d'aller faire une offre un peu au rabais, un petit au rabais. Après, est-ce que c'est vraiment le profil c'est vraiment le profil que le PSG veut avec le temps? J'en doute un peu. Et est-ce que t'as pas besoin aussi Tu parlais de ailier gaucher. Ouais, bien sûr, mais de profil capable de s'affirmer tout de suite. Aujourd'hui, moi, Marnès à Cliouche, je vois pas. Je le vois à la bagarre pour être titulaire, mais je vois pas tout proche d'eux, quoi, tu vois. Alors, du coup, là, je vous vois hésiter. Moi, je pensais à Valentin Barco. De Strasbourg? Absolument. Lui, il va aller à Chelsea dans 2 ans. Donc, oui, probablement, mais je pense qu'il avait il a les qualités. Comment? Oui, cet été. Voilà, bon, c'est mort. On peut penser à autre chose. Non, mais je pense il a les capacités, les qualités pour intégrer le logiciel. Pour faire un genre de mix arrière-gauche, milieu. C'est ça. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas bête. Mais alors, parce qu'on critique le fait qu'il n'y ait pas de joueurs qui arrivent et qu'on a un effectif qui est... Je rappelle que hier Zabarni rentre parce que quand Fabien Ruiz se blesse, il n'y a pas d'autre solution. Moi, je suis assez surpris c'est Zabarni et Beraldo. Tu peux nous rappeler le banc hier? Hier, c'est deux têtes, c'est Renato Marin, Martin James. Voilà, il y a 7 joueurs sur le banc, quoi. Zabarni, Beraldo, Ensoki, Ramos et Guevara. Moi, je suis assez... Il y a 5 joueurs de plus sur le banc au Sporting qu'au PSG, c'est marrant ça. Ouais. Alors, nous, on a nos avis, tu vois, d'observateurs, de passionnés de foot. Eux, ils ont des trucs un peu plus pointus. Mais ils regardent à la fois des dimensions financières, des dimensions, je pense aussi d'expérience, d'âge. Mais par exemple, j'ai vu Joao Cancelo en prêt payant au Barça. Moi, j'ai pas compris pourquoi ce genre de profil, il peut pas venir au Paris Saint-Germain. Sachant que tu peux jouer et à gauche et à droite. Tu pouvais être immédiatement disponible. Cancelo, c'est un petit bourbier mais on parle de 4 mois, sans option d'achat. Oui, c'est vrai. Franchement, qu'est-ce qui nous empêchait, sachant qu'on a une problématique sur ces postes-là, où on se dit, mais comment on remplace de manière fiable Achraf Hakimi, comment on remplace de manière fiable Nuno Mendes, dans un moment où, en fait, peut-être que le week-end, ils ont un peu besoin de se reposer et pour bien mieux préparer les matchs de Ligue des Champions. Donc, Alex, est-ce que tu as des idées de profil est-ce que tu vois des besoins? C'est vrai que j'avais pas réalisé hier que c'était autant la dèche au milieu de terrain. On rappelle que Neves était blessé et que Warren forcément joue à droite, donc forcément ça t'enlève une solution en moins. Pour moi, un latéral Kangini était blessé aussi. Moi, je continue à dire que même si Warren fait un très bon boulot et qu'il est peut-être en train de se révéler un peu à ce poste, un latéral droit, à moins qu'il veuille vraiment se replacer à ce poste-là, un vrai suppléant à Achraf Hakimi, ce serait pas du luxe. Après, en termes de profil, c'est vraiment... là, je balance un nom comme ça, mais je sais pas si c'est faisable, mais moi, un garçon comme Miles Lewis-Kelly, par exemple, d'Arsenal, un gamin qui peut autant jouer latéral gauche que milieu central, qui est jeune, assez talentueux, et voilà, c'est le genre... je pense que c'est le genre de profil qui pourrait plaire au PSG. Je pense qu'il est bien Arsenal. Je pense qu'il est bien Arsenal, malheureusement. Deuxième partie de saison, là, il y a des trucs à faire. Mais des mecs comme ça, après, j'avoue, des noms précis, c'est toujours compliqué. Et puis en fait, surtout, la vérité, on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à la fois,
Luis Enrique nous maintient, je pense, tous dans le flou en tant que journaliste, dans les compositions d'équipe, et il nous maintient aussi dans le flou dans les joueurs qu'il veut. On ne sait pas vraiment quelles sont ses envies, ses besoins et ses désirs. Donc je suis bien embêté pour anticiper quoi que ce soit à son sujet, au sujet de Luis Enrique depuis 3 ans. Donc j'avoue, je ne sais pas répondre à cette question. Donc en fait, on sait qu'on n'a pas assez de mecs, mais on sait pas, mais on ne sait pas où est-ce qu'on a des besoins. Mais globalement, où est-ce que tu as des besoins? De toute manière, on pourrait citer quelques noms, mais ils feront pas le nécessaire. Enfin, ils feront toi, pas tu le penses que ça nécessaire. bouge pas, Moi, je pense que ça bougera pas. À part Draw, beaucoup. ça bouge pas. Je pense que ça bougera pas. Ça bougera pas si vert. T'as qui? T'as Neves qui est blessé, t'as Mbaye qui va revenir, t'as Hakimi qui va revenir. C'est quasi des recrues en fait pour certains. Moi, je sors la coupe. J'ai regardé la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a certains joueurs au milieu en fait que je connaissais déjà, mais qui m'ont fasciné. Je pensais aussi notamment à Anel Naoui. C'est juste incroyable. Enfin, au milieu de terrain. Il joue à la Roma, et je pense à Maza aussi, le jeune Algérien, qui est juste extraordinaire, techniquement parlant. On pourra en citer plein comme ça, mais après, encore une fois, Marc le sait mieux que moi, mais je pense qu'il n'y aura pas, ça bougera pas beaucoup cet hiver. De toute manière, ils l'ont annoncé. Ils referont pas une Vara, à mon sens. Oui, mais est-ce que une Vara, c'est pas ce qui a changé ta saison l'année dernière? Oui, mais c'est parce qu'ils n'avaient pas pu le faire à l'été et que le joueur avait refusé de prolonger, donc il s'est engagé dans un bras de fer. Encore une fois, je crois que la direction sportive, elle a toujours été assez claire sur le marché hivernal. C'est un marché d'opportunité. S'il y a une opportunité, on l'a fait. Et il faut que ça corresponde à un besoin et à une enveloppe financière qui est pas qui est abordable. Bon, après cet été, les gars, envoyez la sauce sur un attaquant, quoi. Enfin... Il y a un joueur dont on ne parle plus, on n'a quasiment pas parlé, on n'a jamais cité son nom aujourd'hui, c'est Kang In Lee. Oui, si, moi je l'ai dit à un moment. Ah oui, tu l'as dit, pardon, ouais. Voilà, on l'a pas pour jouer soit au milieu, soit... oui. Voilà. Et donc ça peut être une recrue pour la suite. Oui, il est blessé. Il est blessé en finale. Ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Finale de Coupe intercontinentale, il s'est blessé. Et le PSG ne le laisserait pas partir. Il est convoité aujourd'hui par certains clubs, notamment par l'Atlético de Madrid, il me semble. Il l'était par Naples aussi. Mais non, il va rester au Paris Saint-Germain. C'est une option en plus pour Luis Enrique. En fait, il faut juste que tout le monde revienne. Donc, t'en as combien sur le côté? T'en as combien? T'as Mbaye qui revient, t'as Kang In Lee. Ah, mais en fait, quand tout le monde est là, t'as pas de problème. Mais le problème, c'est que tout le monde n'est jamais là. Voilà. Cette année. Et tout le monde n'est jamais là. Après, la question avec l'arrivée potentielle de Dro Fernandez, je pense que ça va sortir un des titis de l'équation. De l'équation, si tout le monde genre un Njantou un petit peu. Njantou. Ouais. Bon, on verra ce que ça donnera pour le mercato du PSG. Il reste 10 jours, c'est jusqu'au 2 février. Donc on verra ce que ça donnera. Si le PSG va bouger, si Dro ça va se faire, parce que c'est peut-être pas sûr encore, et si le PSG bouge autrement. On va siffler la fin. J'étais un peu endormi sur la fin. Je sais pas pourquoi. c'est nous qui t'avons endormi. Non, mais c'était une. C'est peut-être vous savez quoi? Je me suis posé la question. C'est peut-être le studio. En fait, le studio, comme on est dans un autre studio, d'ailleurs, ceux qui nous ont vu sur YouTube l'ont vu différemment. C'est pas le même studio dans lequel on est, donc il y a moins d'espace et donc on est plus. C'est plus intimiste. Il fait un peu chaud. C'est plus intime. Il fait chaud, tu trouves, toi? Ouais, il y a une ambiance de sieste, moi je trouve. Ouais, voilà. Et puis c'est l'heure aussi, parce que normalement, on est plus tôt. Donc voilà. Merci à tous ceux qui ont été avec nous. Merci à Alexandra Fallo, à Abdella Boulma, à Marc Le Chenois d'avoir été avec nous. Merci à Diana qui a réalisé l'émission avec nous. Merci à tous ceux qui nous ont regardés sur YouTube. N'hésitez pas à nous mettre des petits pouces. Ça nous aide énormément. Des likes. Plus vous mettez de likes, plus les émissions 100% PSG sont proposées à ceux qui sont fans de foot, fans du Paris Saint-Germain et qui connaissent pas nos contenus. Et on mérite d'être connus. On est cool. Même si on est de temps en temps un peu endormi, on est cool. Voilà. Oui, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne 100% PSG ici Paris Île-de-France. Ça nous aide énormément. Plus il y a d'abonnés, plus on peut aller voir nos chefs et leur dire vous avez vu, il y a du monde qui nous suit et tout, et on peut proposer des trucs cool. Donc ça peut être bien. Voilà. Merci à tous ceux qui ont été parmi nous. Les prochains rendez-vous 100% PSG, le billet, c'est demain matin, trop tôt. Tous les matins à 8h40 avec Alexandre Aflalo en ce moment. Puis il y aura Miguel de Rennes qui par la suite prendra ta relève à partir de la semaine prochaine. Espèce de gros flemmard. Je pars en vacances dimanche. Ça va être bien. Ça va être enfin, je vais partir en vacances. Les prochains rendez-vous pour le Paris Saint-Germain, c'est vendredi du côté de Auxerre en Ligue 1.
Vendredi soir, le match sera bien sûr commenté par Bruno Salomon qui va faire directement un Lisbonne-Auxerre. Les deux villes, sympa. Il y a une petite diff. Et donc, bien sûr, ça sera commenté sur la radio ici, Paris-Île-de-France. Passez une très très belle journée et à très vite dans 100% PSG, la tribune.